et bienvenue dans Enquête d'Afrique. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est indéniablement l'affaire de tous. Comme tous les autres continents, l'Afrique, vous le savez, est aussi touchée. Le long du golfe de Guinée, les sécheresses, les inondations, la violence des vents, mais aussi l'érosion des côtes, témoignent de ces bouleversements climatiques qui nous concernent tous. Les conséquences de ce réchauffement sont particulièrement visibles sur le littoral atlantique. En Côte d'Ivoire, par exemple, où la cité du Grand Laou a pratiquement disparu sous les eaux. C'est le cas aussi au Sénégal ou en Guinée, entre autres. Et ce n'est pas fini car la mer grignote les côtes africaines à raison de 1 à 6 mètres par an. C'est précisément sur ce littoral atlantique que sont concentrées la plupart des capitales d'Afrique de l'Ouest, que sont Dakar, Conakry, Abidjan, Lomé ou encore Porto Novo. C'est là aussi que vit l'essentiel de la population, et notamment au Sénégal, où de nombreux villages ont déjà les pieds dans l'eau. Enquête d'Afrique vous emmène sur le fleuve Casamance, l'un des endroits les plus menacés. Nous irons au-devant de celles et ceux qui se battent contre les éléments. Avec leurs moyens et leur détermination, ils finissent malgré tout par trouver quelques solutions. La montée des eaux, un reportage réalisé par Virginie Berda et Rodrigue Gnali. C'est sur les côtes sénégalaises que je vous accueille pour cette nouvelle enquête africaine. Connaître l'Afrique, c'est comprendre ses défis. Et le problème de l'érosion peut être un obstacle pour le développement du continent. Avec les effets de la déforestation, du surpâturage, mais aussi des courants marins, ce phénomène accentue la destruction du littoral ouest africain. Pour comprendre ces enjeux, je suis allé à la rencontre d'hommes et femmes qui vivent les effets du réchauffement climatique au quotidien. De Nouakchott à Abidjan, de Lomé à Porto Novo, la mer grignote les côtes africaines à raison d'1 à 6 mètres par an. Vous voyez là-bas où se trouve la pirogue, c'est là-bas où je suis né. Caravane est mort, tout est de l'eau. Et c'est sur le littoral que sont concentrées la plupart des capitales. Dakar, Conakry, Abidjan, Lomé, Porto Novo. C'est là aussi que vit l'essentiel de la population. Parfois on se dit est-ce qu'on ne va pas dormir avec des gilets de sauvetage? Mon enquête va me mener jusque sur le fleuve Casamance, dans les îles les plus menacées. Toute la forêt est en train de disparaître, emportant avec elle la biodiversité, emportant avec elle la survie de notre économie. Je vais au-devant de celles et ceux qui se battent contre les éléments avec détermination et qui finissent par trouver des solutions. Je suis Rodrigue Gnali et voici mon enquête. La maison de mon oncle. La maison de mon oncle était très éloignée de la mer. Hein? Ouais. Ouais. C'était éloigné. Ousseynou Seck est né à Bargny, ville côtière à 20 km au sud de Dakar. Puis il a vécu une vie d'expatrié au Gabon, en Belgique et aux États-Unis. Enfin, quand il est revenu au pays pour prendre un repos bien mérité, il a eu un choc. Alors qu'il pensait replonger dans les paysages de son enfance, l'océan Atlantique lui avait laissé peu de rêves. Quand vous êtes parti, comment c'était et quand vous êtes revenu? J'étais impressionné. Hein? Quand vous êtes rentré, vous avez... Lorsque je suis revenu, vraiment, c'était, ça m'a touché un peu. Les maisons de mon grand-père, les mosquées, tout ça. Destroy. Et ça continue, Ça continue, ouais. Ça continue. Ces maisons-là, lorsqu'on était enfant, Oui. pour partir à la plage, on arrive ici, on marche. Vous marchiez tout ça? On marchait. Ça fait mal. Parce que la mer enlève aussi l'avenir aux enfants. Ouais. Tu les vois, ils ne savent pas où aller. Regardez. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, quoi. Parce que moi, j'ai vu que, bon, lorsque j'étais en Californie, j'habitais Long Beach. Ils ont... De faire reculer la mer. Voilà. Alors que là, ici, la mer, elle avance et on n'arrive pas. Là, la mer avance.
Pourquoi on ne peut pas faire ça en Afrique? Derrière le grondement des vagues, la vie continue. Pêcheurs, enfants, commerçantes vaquent à leurs occupations dans un décor de ville bombardé. La mer repousse les activités humaines, avale toujours plus d'espace. Mais les hommes s'accrochent à ce littoral jusqu'aux dernières limites, car cette frange de terre, c'est leur seul horizon et la base vitale de leur activité. Ousseynou m'entraîne dans une maison de pêcheurs où les hommes font face à l'océan sans plus aucun mur pour les protéger. Vous vivez ici, vous êtes né ici? Oui. Ici, c'est ma maison. C'est votre maison ici, là? Là, c'est votre maison? Oui. D'accord. C'est sa maison? Donc elle a été cassée par... Ouais. Avant, elle allait jusqu'où, votre maison? Elle allait jusque dans l'eau, elle était grande? C'est une grande maison. En combien d'années la mer arrivait jusqu'ici, de là-bas, ici? Combien d'années? Ici, 10 ans, on a perdu. En 10 ans, vous avez tout perdu? La mosquée était où? C'est là-bas. Dans l'eau? C'est Dali. Là-bas. Quand vous voyez ça, la mer, tous les jours, et quand vous allez dormir, qu'est-ce que vous dites demain? Comment va être ma maison? C'est dur, mais il faudrait que nous nous appelions. Le sang, c'est le bon Dieu. Tous ces phénomènes-là, moi je dis que vraiment, c'est chaque année, ça pousse, c'est Dieu quoi. D'accord. Dans l'avenir, on ne sait pas comment ça va se passer quoi. Je quitte Ousseynou et ses amis pour aller à la rencontre des femmes de pêcheurs. Elles travaillent sans relâche, au retour de la pêche, mais leur espace de travail, leur gagne-pain, est également menacé par la montée des eaux. Les principales populations concernées par l'érosion des côtes sont évidemment celles qui construisent sur le littoral. Et les pêcheurs sont en première ligne. Issus de l'ethnie Lébou, les premiers habitants de Dakar, ces familles ont depuis toujours lié leur destin à la mer. Elle leur a tout donné. Il me semble qu'aujourd'hui, elle peut tout leur reprendre. Je me suis rapproché d'une ONG de protection de l'environnement pour aller à la rencontre de ces femmes. C'est Momat qui m'accompagne. Il travaille pour Green Sénégal. Il me sert aussi de traducteur. Quand on était petit, on faisait ça. Tu prends aussi. Ouais. Tu prends, tu fais comme ça. Alors madame, dites-moi, c'est votre travail tous les jours? tous les jours. Pêche et il y a la mer qui arrive sur les maisons. Comment vous vivez ça? am nga géej li moo ñuy dundal te léegi géej bi mu ngi ñëw si ñun la jëm te bu yàggee géej bi xam nga day yóbbu bagage bi fii dootu am fenn fu ñu liggéeyee ndax ndox mi day ñëw ndaxte baanaa lakk lu mat 20 kees 30 kees 40 kees léegi bu fiy feesee 5 kees ngay am wala 6 sa morom am 6 fii fees dootu am foo liggéey ndax géej bi gaal yi bu ñu tooy ren doo rek du ñu am lu ñu fa ñu liggéey fii de yëpp dafa fees day fees. Qu'est-ce qu'elle compte faire avec l'avancée de la mer? Est-ce qu'elle a des solutions pour elle? On a une solution aussi, géej gi dañu wax yooyu. Am benn solution nag. Ils n'ont pas de solution. Merci beaucoup. Merci. J'ai maintenant rendez-vous avec la personne qui soutient ces femmes de pêcheurs et qui se bat au quotidien pour faire respecter la nature. Elle est également originaire de Bargny. C'est une femme forte qui mène plusieurs combats en même temps et celui contre l'érosion la préoccupe particulièrement. Elle a créé Green Sénégal. Il s'agit de Woré Ganasek. Salam alaikum. Woré n'est pas seule. Elle a été rejointe par Ousseynou qui ne manque pas une occasion de témoigner. Cette plage n'a pas été choisie au hasard. C'est là que se tenait la maison du grand-père de Woré. Une maison emportée par la houle, comme beaucoup d'autres, laissant à chaque fois les familles totalement démunies. Alors moi je suis venu à votre rencontre aujourd'hui pour parler de ce problème d'érosion. Le problème de l'érosion côtière est le problème crucial de la ville de Bargny. Pas seulement Bargny, mais de tout le littoral sénégalais. Vous allez à Saly, la même chose. Vous allez à Joal, la même chose. Vous allez jusqu'en Casamance, c'est aussi les problèmes. Donc le littoral du Sénégal, c'est 718 km. Mais à chaque site, dans chaque site, il y a un problème crucial. Et c'est pour ça que le Sénégal a identifié comme priorité liée au changement climatique
la question de l'érosion côtière. Nous sommes attachés à la mer, donc notre vie c'est la mer. Nous habitons ici jusqu'à ce que notre maison tombe et à ce moment on peut départir. C'est-à-dire que les habitants voient ce rivage grignoter tous les jours et se retrouvent sans défense. Non, j'ai pas grignoté, c'est même pas, ça a été phagocyté par la mer. Ça veut dire que si je vous dis plus de 100 mètres sont partis, bon voilà quoi. Les maisons sont dedans. Mon grand-père habitait ici. C'est une vraie détresse en fait. C'est terrible. Hein. On a même honte. Quand ça arrive, que la dernière fois, quand la houle est arrivée, moi j'étais très triste, très malheureuse. Ah ouais. Parce que bon, je suis à la mairie, je suis premier adjoint au maire. Et devant ce problème-là, je n'ai su rien faire. En 2016, il y a eu une grosse houle. Et nous avons ce jour-là perdu une quarantaine de pirogues. Les pirogues se sont cassées, sont tombées en mer. Et chaque pirogue, c'est au moins 50 jeunes qui travaillent. Et quand une pirogue est cassée, c'est 50 jeunes qui vivent déjà la détresse, qui sont encore au chômage. Tous les deux, vous avez grandi ici, ensemble. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir de cette enfance? Bien sûr, bien sûr. Le cimetière, c'est dans la mer maintenant. Le cimetière est dans la mer. C'est là, oui. C'est dans la mer. D'accord. C'est dans la mer. D'accord. Ça a été déterré par la mer, par la houle. Ouais. Les pêcheurs sont là. Ce sont mes cousins. Hein. Ils sont solidaires aussi. Oui. Très solidaires. Vraiment, il n'y a pas un matin que le bon Dieu fait. Quand je suis à Bargny, demande-lui. Tu me vois tout le temps ici, non? Oui. Tous les matins. Je suis là. Je suis là. Tu veux voir ses parents. Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous fait fort. Vous êtes attaché à la mer. Voilà, c'est ça. Même si elle vous détruit, vous y êtes attaché. Voilà. Ousseynou reste seul face à l'océan, face aux souvenirs de ses ancêtres, face à un sentiment d'impuissance. Sous les flots, le cimetière, la mosquée, les maisons, les rues, tout a disparu. Pendant ce temps, Woré m'embarque dans sa voiture. Elle est bien décidée à me montrer un autre aspect du problème, la frénésie immobilière. Autour de nous, beaucoup de chantiers de construction. Et ces chantiers sont de grands avaleurs de sable. Comme notre rivage est devenu très vulnérable à cause de l'érosion côtière, on incite la police à donner des sanctions aux charretiers qui extraient le sable de la mer. Donc alors les charrettes sont les moyens d'extraction, enfin de locomotion de Oui, du parce sable. qu'à 4 h du matin, ils vont en bord de mer, ils mettent du sable dans leur charrette et ils vont vendre à 1000 francs ou 2000 francs la charrette. Et nous pensons qu'à la longue, ça va encore accroître le fléau. Ça accentue l'érosion côtière. L'effet naturel de C'est ça. Vous voyez, celle-là n'est pas immatriculée. Elle n'est pas réglementaire. Parce qu'en matière de lutte contre l'érosion côtière, nous avons insisté, et même dans la loi, le Code de l'environnement, insisté sur le fait que les charrettes doivent être sanctionnées lorsqu'elles extraient le sable de la mer. Interdire et sanctionner est une chose, mais Green Sénégal développe aussi la sensibilisation, l'éducation. Des sites de vente de sable autorisés sont installés à proximité des chantiers. Ici, la population peut acheter un sable de qualité différente, moins rare, le sable de dune. Mais il ne fait pas vraiment l'unanimité. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Daouda. Ça va bien. Dites-moi, qui est ce monsieur? Daouda, ça fait partie des jeunes du village qui se sont engagés dans l'environnement en créant des spots dans la ville pour lutter contre l'extraction du sable marin. Est-ce que les gens préfèrent le sable de mer ou le sable de dune?
En général, sable de mer. Non, en général, le sable de mer. Oui, oui. On est obligé de prendre le sable dune. Et c'est pour ça que les gens, ils mélangent le sable de dune avec les grains de riz pour donner plus de résistance aux briques. Les grains de riz, c'est ça. C'est du béton broyé. Donc vous concassez les pierres, c'est ça? Oui. Donc c'est pour ça que vous appelez ça des grains de riz, parce que c'est très léger. Ouais, c'est très fin, on les mélange avec le sable pour faire des briques. D'accord. Je vous souhaite bon courage pour la plage. Je quitte Woré pour continuer mon enquête sur la plage. La belle plage de Malika qui, comme des centaines d'autres en Afrique, est victime de pillages. Chevaux et charretiers profitent d'une après-midi de repos. Je me glisse parmi eux pour poser quelques questions. Grand, je peux te filmer? Ok. Et ils transportent quoi? C'est pour les gens ou c'est pour quoi? Le travail. C'est quoi le travail? Ouais. Il fait quoi? Droop. C'est quoi le droop? C'est quoi le droop? C'est le sable? Non. Des sacs de mille, des marchandises? La réponse est politiquement correcte. Aucun d'entre eux n'évoque le fait que la nuit, ils sont fortement soupçonnés de venir voler le sable sur cette plage. Il faut dire que cette matière première se revend très bien. Même si le plus souvent mal rincé, le sable reste salé et donne des briques de très mauvaise qualité. Les dégâts dans la région de Dakar sont impressionnants, mais ailleurs, où en est la situation? Le bateau m'attend au port. Départ pour la Casamance, dans le sud du pays. Comme sur une grande partie du continent, là-bas aussi, les terres sont menacées. J'ai rendez-vous avec d'autres victimes de l'érosion et avec des experts qui tentent de lutter contre les éléments. Samsedine, que je vais rencontrer sur le bateau, est un jeune diplômé de géographie. Il est né sur l'île de Carabane, notre destination. Il tient à me montrer les dangers que courent les habitants vivant à l'embouchure du fleuve Casamance. Après une nuit complète en pleine mer, je débarquerai demain matin à Carabane pour comprendre quelles sont les préoccupations de ces insulaires dont le territoire est dangereusement cerné par les eaux. Il fait encore nuit quand je retrouve Samsedine ce matin. Le bateau est déjà en train d'accoster à Carabane. Je vais prendre une leçon de géologie et savoir pourquoi la côte atlantique est particulièrement touchée par ce problème climatique. Bonjour Samsedine. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, on est déjà arrivé à Carabane aussitôt? Oui, on est arrivé à Carabane. On a eu un commandant très efficace et donc on en profite pour voir le début du jour. Quelle est son histoire? Il y a une histoire géologique, il y a quelque chose que tu pourrais m'expliquer? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'île de Carabane se situe dans ce qu'on appelle l'estuaire de la Casamance. Mais également, la colonisation est passée par Carabane. C'est une île vraiment très riche en histoire géologique, mais également en histoire d'occupation spatiale. Il n'y a pas que Carabane dans l'estuaire? Oui, derrière Carabane, il y a beaucoup d'autres îles. Vous avez l'île de Wendai, l'île de Ehit, etc. Mais également, à la rive droite, vous avez une île qui se trouve juste à l'entrée, avant Carabane, qu'on appelle l'île de Djogé. Et des îles qui sont ouvertes à l'océan Atlantique, donc sont grignotées petit à petit par les vagues, par les courants marins, mais également par la houle. On a de la mangrove, mais on a quand même la mer qui continue à grignoter l'île. Oui, dans les îles de Djogé et de Carabane, vous vous rendez compte que ce sont les zones où la mangrove ne peut pas pousser qui sont les zones les plus menacées. Par contre, il y a la mangrove qui protège des îles qui sont à l'intérieur. L'érosion est un problème global pour l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est une réalité qui n'est pas propre à Djogé. Nous sommes dans un contexte global parce que les littoraux du monde en général sont en régression. Et dans un contexte de changement climatique qui fait que les phénomènes s'intensifient, l'Afrique de l'Ouest est entièrement ouverte à l'océan Atlantique. Donc nous avons de la Mauritanie au Bénin et une côte qui est essentiellement sableuse. Sur les 8780 km, nous avons que moins de 3% de côtes qui sont rocheuses. Et donc le banc de sable, c'est également un littoral qui a un relief très bas. Donc dans ces littoraux qui ne sont pas surélevés et qui sont occupés intensément par la population, nous avons une remontée de l'eau.
Carabane est l'île emblématique du fleuve Casamance. Elle est connue pour son passé historique, un poste avancé dans la traite négrière, une place stratégique du commerce et du pouvoir colonial. C'est encore aujourd'hui l'un des fleurons du tourisme culturel avec Saint-Louis et Gorée. A priori, elle a tout pour plaire. Je démarre donc cette nouvelle journée par des images d'un lieu qui ressemble bien à une carte postale. La plage n'est certes pas très large, mais il n'y a rien d'alarmant au premier abord. Mon compagnon de voyage, Sam Sedine, va me rappeler à la dure réalité. Mon voyage dans les îles commence par la visite obligée au chef du village. Un visa pour que mon enquête se déroule sans accroc. Mais j'entre à peine dans la concession que déjà une vieille femme m'interpelle. Je sens que le sujet de l'érosion est une préoccupation majeure, sans même poser une seule question. Première capitale ici, premier président dans le colon. Nous sommes fatigués ici. Nous sommes fatigués. Ici, le première capitale, ici, à Carabane. Et vous sentez qu'on vous oublie, on oublie Carabane? Tout! Carabane est mort. Tout est de l'eau. Maintenant, quand il vient ici pour regarder à Carabane, ici, il n'y a pas de salope. Pourquoi Gorée, elle prend des salopes? Dembélé, il y a des lumières là-bas. Hein? Ici, est-ce qu'il y a une lumière ici? Nos grands-pères, notre mère, le grand-père, on dit, quand il reste ici, il va Hitou. Il vient. Avant, tu pouvais rester ici, ok, et parler à une personne qui est de l'autre rive du fleuve. Donc, avant, pour communiquer, tu pouvais rester ici et crier de l'autre côté. Donc, ce que dit, ses parents lui expliquaient qu'avant, c'était possible. En tant que chef du village, comment on voit l'avenir quand on voit l'eau qui avance? Comment vous ressentez tout ça? C'est pas facile à expliquer parce que ça c'est une peur pour le village, c'est une inquiétude quoi, pour nous. C'est une inquiétude. Tous les jours? Tous les jours. Et on a besoin de beaucoup d'aide qui peut nous aider à faire du ciment, du béton armé, des épis en béton armé, c'est mieux. Est-ce que les autorités ou les bonnes âmes travaillent avec la population? C'est l'État qui a voulu construire un port à Carabane. Parce que tout simplement, l'île de Carabane, c'est une île centrale. Et l'ensemble des îles alentour peuvent en bénéficier. Donc on a construit ce port pour tout simplement redynamiser l'économie locale. Mais malheureusement, en construisant le port, ils ont juste protégé la partie concernant le port. Et l'eau, bien évidemment, tu bloques l'eau d'un côté, elle va se déverser dans l'autre, dans le sens inverse. Donc il y a la partie juste qui suit la zone protégée, mais le phénomène d'érosion s'est accéléré. Ah oui. Parce qu'ils ont protégé juste le port. Le port. Mais même les paletiviers, tout ça, c'est complètement dégagé. Il n'y a plus rien. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci, bonne journée. Merci. Le chef du village nous envoie sur la côte est, juste à côté de la digue du port. C'est dans cette partie que le fleuve fait le plus de dégâts. À quelques dizaines de mètres de l'église et de la mosquée, l'eau a déjà laissé des cicatrices dans le paysage. Elle creuse là encore le quotidien des pêcheurs, tous les jours, un peu plus. En période d'hivernage, on a des vents très forts. Et donc quand les racines ne tiennent pas bien, donc les vents facilement terrassent les arbres. Wow, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il ne faut pas négliger la force de la nature. Un baobab, arbre sacré, a succombé aux assauts du vent, de l'eau et du sel. Plusieurs fois centenaire, le vieux sage s'est couché brutalement un jour de tempête. Impressionnant. Les racines sont plus grosses que mon bras. On se sent tout petit.
Donc c'est la partie est du village de Carabane et qui est la partie la plus menacée. Devant ici, il y avait des maisons. Il y avait des maisons là. Okay, qui ont eu à se déplacer parce que tout simplement la mer a envahi. On voit ici par exemple, vous voyez les ordures que vous voyez là, pour juste essayer de lutter contre l'avancée de la mer. Là-bas, la zone est bien protégée, mais ici le phénomène s'est accéléré. Okay? Donc l'idéal c'était quoi? C'était le projet devait au moins continuer la digue, parce que ça ne fait même pas 400 mètres. Donc continuer la digue là, et pour pouvoir protéger les populations. Ici l'État a juste protégé son investissement. C'est pourquoi on s'est tout le temps demandé si réellement le projet là, il y a une étude d'impact environnemental. En fait, les ordures que vous voyez ont une utilité assez importante pour essayer de voir si ça peut ralentir le phénomène. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais quand on est désarmé, c'est la seule défense. C'est la seule défense. Comme je l'ai vu à Bargny, les pêcheurs sont les premiers à s'installer tout près de l'eau. À Carabane, les habitants sont plutôt cultivateurs. Ces hommes viennent des pays voisins pour travailler, de Guinée, du Mali. Ils sont donc les premiers touchés. Celui-ci a perdu sa maison, écrasé sous le baobab, un jour de très forte houle. Comment ça s'est passé ce jour-là? Est-ce que vous avez eu peur ce jour-là? Oui, il avait très peur. Il avait très peur. Oui. En 86 boobu laa ñëw fii boobu fale la ñuy teer gaal yi fii yëpp amoon na ay néej amoon na ay benteng am na ay noix de cocotier ak fromage am pagay fii léegi ndox bi yëpp na yëpp mais lu ko gën a gaawloo mooy port bi waaw bu ñu defee port bi ba pare léegi place bi ndox bu mu waroon a jël fale mu gën a dugg léegi man fii même sama lafin bi gis la fii dafa soriyoon trop mais jël na yëpp premier bi su ma amee jën bu baax mun na am 100 kilos jën bu fumé mais tey awma même place 50 kilos mais ça c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Nous ne sommes là, nous ne pouvons qu'appeler au secours. Est-ce que vous avez déjà une idée de où est-ce que vous allez aller quand l'eau va avancer? Nous, on a des endroits pour partir habiter. Mais on est habitué à la pêche, et au fumage du poisson. Parce que moi, ici, s'il s'agit de déménager, je ne peux pas déménager avec tous les arbres fruitiers là. Il y a les cocotiers, des manguiers qui font des fruits. Donc s'il s'agit de déménager, il faut recommencer à zéro. Et quand la houle se déchaîne pendant l'hivernage, l'eau monte de façon dramatique. Les habitants, même au centre du village, vivent les pieds dans l'eau. Elle passe partout où elle peut. Il reste pourtant des endroits qui sont épargnés. Sam Sedine m'explique. Cette épave-là, ça c'est un bateau qui a échoué ici. Et on a pu noter que dans cette zone, il est très rare de voir une avancée très forte de la mer. Et donc parce que, disons, l'épave joue un peu un rôle d'atténuation des courants. D'accord. Et ça démontre qu'il y a une solution, que se protéger les zones côtières, c'est pas un mythe. C'est juste bien étudier les phénomènes, mieux comprendre l'environnement littoral avant d'aménager. Et sans cela, on risque de mettre des milliards dans des aménagements qui ne vont pas servir à défendre les côtes. En se basant sur l'épave, la population a pu s'inspirer. Donc c'est un peu la stratégie du sauve-qui-peut. Donc nous avons tout au long du littoral de Carabane des gens qui utilisent des pneus qu'ils ont jetés parce que les pneus permettent d'atténuer l'effet des vagues. Et ailleurs, nous avons des roches qui sont ramassées un peu partout, mais également des sacs de sable qui sont utilisés. C'est pour dire que la population essaie de se battre avec les moyens de bord. Des sacs de sable, des pneus, cela me semble bien dérisoire. Mais c'est une pratique courante dans tous les pays concernés. Placée à l'embouchure du fleuve, l'île de Carabane bénéficiait autrefois d'une eau d'assez bonne qualité grâce à quelques pluies. Détruisant le littoral, inondant les terres, l'eau salée attaque également le sous-sol.
Une intrusion dangereuse pour les populations. Alors là, c'est le puits du village. Oui, c'est le plus utilisé par la population. Et comme tu peux le voir, le puits n'est pas trop profond. Donc quand il pleut, donc l'eau s'infiltre au niveau de la nappe, l'eau est stockée là-bas. Plus la population puise la nappe, ça sèche en fait. Et la nappe phréatique n'est pas épaisse. Si on va beaucoup plus en profondeur, on retrouve une autre nappe. Mais cette fois-ci, c'est une nappe d'eau salée. L'eau douce est plus légère que l'eau salée. Donc, logiquement, elle se met en dessus de l'eau salée. Donc, nous avons une salinité de l'eau qui devient de plus en plus importante. Plus on s'approche du mois de juin, plus on a une eau qui a un goût salé. Parce que là, elle se fait infiltrer. Elle se fait infiltrer. Et qui fait que quand on est en période de crise intense d'accès à l'eau potable, pour pouvoir avoir une eau de consommation, la population est obligée de se déplacer vers l'intérieur, vers l'école. Là-bas, nous avons un puits qui a une eau plus acceptable. Il faudra marcher. Donc ici, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas également un animal qui nous permet de transporter l'eau, mais ce sont les enfants. Et c'est devenu une habitude pour eux, ça fait partie de la vie. C'est devenu normal, c'est devenu normal, mais on sait que le temps que les enfants prennent pour aller chercher de l'eau, c'est un temps qui pourrait être consacré aux enfants pour se reposer, premièrement, mais également pour réviser leurs leçons. Alors, ce problème d'érosion, en fait, n'est pas juste un problème qui touche les côtes, c'est aussi un problème qui touche en plein cœur le village. Oui, c'est beaucoup plus le phénomène qu'on appelle de l'intrusion saline. Samseddine est intarissable sur la question de l'environnement. Son île est un trésor et il compte bien la préserver. Il la considère comme un exemple de ce que la planète devrait s'appliquer à elle-même pour survivre. Nous marchons donc entre les Bolons vers un quartier en devenir, là où de nouvelles maisons se construisent autour du collège. La mission de Samseddine est de convaincre la nouvelle génération d'enrayer le danger, d'être informée et responsable. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je suis venu parler avec vous parce que j'aimerais vraiment que vous soyez ce qu'on appelle de bons citoyens du littoral. À Caraban, nous avons un littoral. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, nous avons une plage. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, les îles comme Caraban sont en train de connaître les conséquences du changement climatique. Vous connaissez ce que c'est le changement climatique? Il y a des pays de ce monde où on utilise beaucoup les voitures. Vous avez constaté quand il y a une voiture qui passe, il y a de la fumée qui sort. Donc cette fumée, elle va où? Elle va dans l'atmosphère. Donc au niveau de la Terre, les températures sont de plus en plus élevées, donc il fait de plus en plus chaud. Donc quand les températures augmentent, quand il est plus chaud, si vous allez dans les zones où nous avons des calottes glaciaires, nous avons la fonte de la glace. Et ces eaux-là se déversent dans les océans. Donc la mer augmente de plus en plus. Et vous savez que Caraban, est-ce que Caraban, il y a des montagnes? Donc Caraban est une île plate. Ok? Donc s'il y a élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va entrer dans les zones qui sont habitées. Caraban aujourd'hui est en train de connaître ça. Vous avez vu qu'il y a des maisons qui sont cassées par les vagues. En plus, nous avons l'érosion côtière. La responsabilité, il ne faut pas tout le temps accuser à la mer. Parce que nous, à Caraban, pour construire, où est-ce qu'on prend le sable? Où ça? Ici même à Caraban. Ok? Donc l'île de Caraban est en train de s'affaisser. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire comme avant, à creuser, ok, pour construire, parce que si nous creusons, nous créons davantage le phénomène d'érosion. Si nous ne réfléchissons pas comment améliorer nos comportements pour ne pas dégrader l'environnement, ben demain, l'eau va nous ravager. Nous, aujourd'hui, on doit protéger l'environnement pour vous. Vous devez protéger l'environnement pour vos enfants et vos enfants doivent protéger l'environnement pour leurs enfants. Parce que l'avenir de Caraban, c'est vous. L'avenir de la Casamance, c'est vous. L'avenir du Sénégal, c'est vous. Applaudissez-vous. Merci beaucoup. En fait, j'aime bien parler aux enfants parce que
j'ai la forte conviction que ce sont ces jeunes-là qui pourront changer. Parce que certainement, pour nous, ou même pour les générations qui sont venues avant nous, le coup est déjà parti. Le coup est déjà parti, là, on fait de la réparation. Maintenant, pour éviter de faire des réparations, il faut former à ces jeunes. Il faut les former à être de bons citoyens, en fait. Et des citoyens qui respectent l'environnement. Je pense que dans les systèmes d'enseignement, il reste encore ce volet qu'il faut développer. Il faut davantage insister sur le rôle de l'environnement et quelle est la responsabilité de tout un chacun. À environ 2 km du village, les femmes ont installé leur potager. 2 fois par jour, le matin et le soir, elles viennent irriguer et surveiller leurs légumes qui poussent quasiment sur du sable. Là, c'est des parcelles, donc ils ont déjà dessouché. Là, on peut marcher. Ouais, non, on peut marcher. Mais si vous voyez, donc, le sol là, c'est encore un sol pauvre, parce que le sol n'est pas encore amendé. Donc c'est du sable. C'est du sable, en fait. Ils vont faire des... Voilà, donc ils vont prendre les feuilles mortes des plantes et ils mélangent avec le sable. Ça permet d'enrichir un peu le sol. Là, on ne parle pas d'engrais. Non, c'est naturel. C'est tout à fait naturel. C'est un poumon économique très important pour le village. Et voilà, ça permet de donner de l'occupation aux femmes et ça leur permet de gagner. Et aux hommes aussi. Oui, aux hommes. En fait, les hommes qui sont là, ils sont venus pour aider les femmes parce que le jardin appartient exclusivement aux femmes. Ah, c'est un jardin. C'est un jardin pour les femmes. Il y a 3 puits là. 1, 2, 3. Oui, et ces puits sont également affectés par la salinité. Hein. Et donc même pour l'arrosage, parfois ça pose problème. Ça pose problème. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant, il n'y a pas de solution. Donc c'est pourquoi actuellement, les gens profitent parce que les nappes sont encore acceptables. Maintenant, on ne peut pas faire 100% le maraîchage jusqu'au mois de mai-juin. Il y a moins d'eau de qualité. On va arroser un peu là. Ah oui, on va arroser là. Ouais. Voilà. On choisit ce qu'on veut. Ouais. Ok. Donc si le sol est bien amendé, en principe tout produit. Ok, comme ça. Ok. Ah ouais, c'est toute une technique. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si l'eau est trop salée sur les aliments? Toute plante, pour pouvoir bien se développer, a des exigences. Donc, si c'est trop salé, soit la plante ne pousse pas, ou bien elle donnera une très faible production. Donc, la salinité, vraiment, ça n'arrange pas. Ouais. La parcelle, c'est à vous, là? À la famille? À ma femme. C'est à madame. À votre femme? Ouais. Ah oui, c'est des parcelles pour les femmes. Voilà. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce qu'elle est partie en voyage. Ah. Ouais. Et donc vous reprenez? Du coup, je prends sa place. Ah, voilà. Sinon, ça va rester sec. J'ai bien du mal à imaginer que l'harmonie de cette petite île tranquille puisse un jour être gravement perturbée. Que les maisons disparaissent dans les flots, que les arbres s'effondrent sur la plage, que l'école s'éventre sous les coups répétés de la houle. Tout cela me paraît bien tragique. Et pourtant, demain je serai à Diogué, l'île sœur de Carabane, l'île où le pire est déjà d'actualité. Diogué est la première de toutes les îles à l'embouchure du fleuve Casamance, celle qui fait face à l'océan Atlantique, la plus exposée. Elle protège Carabane. En débarquant, Samsedine me présente à Tab, un membre actif de son association de défense des îles de la basse Casamance. Ici, le paysage est marqué. La tragédie de l'érosion est une réalité de tous les jours. Alors quand je vois ça, personnellement, ça me fait vraiment peur. Vraiment. Comment vous vivez ça, vous? Chaque jour, mais nous vivons avec vraiment des inquiétudes. Alors, parfois, on se dit que est-ce qu'on ne va pas dormir avec des gilets de sauvetage? On a essayé de ralentir la mer, mais on n'y peut rien. Oui.
Et ça avance, on dit aux environs de 5 mètres par an. 5 mètres par an. Mais Djogé, on peut dire que c'est 5 mètres par mois. D'accord. On a même fait des reboisements de filao et ces filaos-là, on ne les voit plus. Tout a été grignoté. Oui, tout a été grignoté. Vous avez combien de personnes qui vivent sur cette île? Bon, je dirais aux environs de 1500. Il y a les autochtones, il y a les nordistes, c'est-à-dire ce sont des Sénégalais qui nous viennent du nord. Oui. Et il y a aussi de la sous-région, c'est-à-dire des Maliens, des Guinéens de Conakry, des Guinéens de Bissau et des Ghanéens. Alors que l'île rétrécit d'année en année, les pêcheurs de tous les pays alentours se retrouvent car les deltas des fleuves sont toujours des zones propices à la reproduction des poissons grâce à la végétation. Alors quand on voit un arbre comme ça, immense, on est quand même très étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces arbres, vous voyez que ce sont des filaos. Ce sont de grands arbres très longs, avec des racines très profondes. C'est toujours l'avancée de la mer avec des grosses vagues puis des racines. Cette année, il y a des arbres qui sont tombés sur des maisons. Sur des maisons. Détruisant beaucoup de ces arbres-là. Mais il n'y a pas de victimes, heureusement. Il n'y a pas de victimes, mais quand même, ils doivent déménager beaucoup de maisons. À chaque fois que vous déménagez, vous êtes obligé de déménager? Oui. C'est par où? Par là? Quel chemin? On peut longer la mer? La mer, c'est toujours. Là, c'était une maison. Oui. On habitait là. Ouais. Et regardez le fondement. C'est costaud. En fait, l'eau rentre en bas et déstabilise la base. Effectivement. C'est impressionnant. Parce qu'on voit du béton, on voit... Et cette houle dévastatrice est de plus en plus fréquente. Ça, c'est des jeunes pêcheurs? Oui, ce sont des jeunes pêcheurs. Et aujourd'hui, ils sont là et personne n'est sorti en mer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, parce que la météo a dit que la mer sera houleuse. D'accord. Donc, par précaution, il reste. Parce que la houle est dangereuse pour les pêcheurs. Oui, c'est vrai que l'hivernage, c'est les tempêtes. Les tempêtes. Donc c'est un vent qui nous vient de l'autre côté. Ça nous vient de l'est. Ça ne vient pas de la mer, mais ça vient de l'autre. Et actuellement, on dirait qu'il y a un dépassement. Il fait plus frais, il fait plus chaud, il pleut, s'il devait pleuvoir, il pleut beaucoup. Je dis que c'est le phénomène climatique. Ça joue sur l'agriculture et ça joue sur la pêche même. Ça fait maintenant, si je calcule bien, une quinzaine de jours, ils ne sont pas partis en mer. Hein. Ah, ça fait 15 jours qu'ils ne sont pas sortis en mer. Il est tout seul? Il lui reste quelques jours. Ah, c'est impressionnant. Habituellement, le poisson séché sur place est renvoyé dans les pays d'origine des pêcheurs. On trouve ici toutes les nationalités de la sous-région. Le marché est florissant, mais avec la diminution des ressources et un territoire qui rétrécit de jour en jour, je me demande ce que l'avenir réserve à ces populations. Ce jeune de la Sierra Leone est optimiste. Okay. How is the life with the people originally live here? How do you mix with the people here? Well, the people, because we are plenty people. We are different people from Conakry, Ghana, Freetown. To do this kind of work. Yeah, this fishing work. Okay. Yeah, so the other people here is Jola. Yeah, Jola. So we do things with them. Yeah. We're all the same, no problem. No problem. It's easy life. Yeah, easy life. Okay. We're all the same because we're all in Africa. Okay. It's supposed to be each and other supposed to be the same. Okay. Good luck, Dan. Yeah, good luck. Thank you very much. Yeah, thank you. Nice to meet you. Yeah, me too. God will bless you. Thank you. Sur ce bout de terre fragile, coincé entre mer et fleuve, rien n'est épargné. Ni les ancêtres, ni les cultures, ni l'ancien phare dont la carcasse métallique s'efface lentement. Nous marchons sur ce sable si fragile et si précieux, dans un paysage désolé. Atab n'a pas encore 60 ans, des souvenirs d'enfance très précis, mais qui ne se rattachent plus à aucun décor, puisqu'ils ont été rayés de la carte. Vous voyez là-bas où se trouve la pirogue.
En mer là-bas, c'est là-bas où je suis né. Menacé par l'avancée de la mer, je suis revenu jusqu'à là où se trouve le village actuellement. Et encore, je suis menacé. Je ne sais pas où est-ce que j'irai après. Nous avons marché jusque-là, car le cœur de la communauté de Diogué a été touché le jour où ce bâtiment s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, c'est l'ancienne école du village, quoi. Elle a été fondée vers les années 84. En 2004, on a déménagé à cause de l'érosion côtière. Tous les enfants de M. Mbaye ont étudié ici. Mais l'école n'a finalement tenu que 20 ans. Donc c'est l'eau qui a cassé l'école. Hein? Ouais. Et avant, le rivage était beaucoup plus loin. Là-bas, là où il y a le phare, là. Ah oui, là-bas le... Oui, le phare était sur la plage. Ok. Ouais. À ce moment-là, il y avait une plage, il y avait des rizières, les gens cultivaient entre l'école et le phare, il y avait des rizières. Ouais. D'accord. Mais chaque année, ça grignote. Ça grignote, Chaque année, ça grignote. En fin de compte, ça a tombé d'un seul coup, paf. Et comme il y avait des enfants, on a préféré de déménager l'école. Par prudence. Oui, par prudence. Là, il y avait 3 classes. Et là, il y avait 3 classes. Qu'est-ce que ça vous fait de voir comme ça l'école aujourd'hui? Ah bon, mais c'est choquant, quoi. Ça nous frappe au cœur. Vraiment. Et aujourd'hui, l'école elle se trouve où dans le village? Devant. Un peu plus loin? Oui, un peu plus loin. D'accord. On a aménagé une salle ici, c'est pour la maternelle. Donc là, dans les ruines, il y a encore une salle de classe. Oui, c'est une salle de classe. Ouais. Pourquoi vous avez gardé en plus les plus petits dans cette ruine? C'est parce que les petits, vu la distance d'ici à l'école, ils peuvent pas marcher. C'est des enfants, ils ne peuvent pas marcher jusque là-bas. C'est très intéressant ça, la pensée de la semaine. Ouais. Apprendre, c'est résoudre une difficulté réelle. Ouais, c'est comme ça. Diogué a toujours été un carrefour de pêche très important pour la région. Et les femmes trouvent dans cette ressource une activité qui leur assure le quotidien. C'est pourquoi j'ai demandé à les rencontrer. Elles se sont réunies pour me parler de ce qui devient un traumatisme pour tous les habitants. La dernière fois qu'elle a vécu un truc dur avec l'eau, c'était quand? nande commencé mbosi tinje tangata kumbukata di des problèmes mata ul nano nane bile rek dene fanege tume. Alors est-ce qu'elle serait prête, si on lui trouvait une belle place ailleurs, à partir d'ici, à déménager? Yo fane fingi dingi parce que nje burom bo di xala ko den ka kambo di ka tefe fay de ko bañira bumbo nge déjà bañira bumbo ende sonde pipi fa fo de nga ñu di buté nen di blok taate ni ramme ni la ka jam kon nak taate ala nu fure nom taate pour ni li jotake pour ni li baj burom ba ke fan fingi dingi. En quittant cette île, épuisé à force de lutter contre la terrible menace de la mer, je sens bien qu'il est temps de trouver une solution. Diogué est un véritable rempart pour Carabane. Le jour où elle disparaîtra, il n'y aura plus aucun barrage à la furie de l'océan. Le delta du fleuve Casamance est un endroit merveilleux, riche de ressources et de beauté naturelle. Mais l'eau salée, les tempêtes, pourraient changer radicalement ce paysage. Accompagné d'un banc de dauphins, aussi à l'aise en pleine mer que dans ce fleuve de plus en plus salé, je me pose une question essentielle. Que peut-on, que doit-on faire ici en Afrique pour arrêter cette terrible fatalité? Avec les assauts de la houle, la disparition du sable, la salinisation de l'eau douce, il reste le problème de la déforestation,
Avant de repartir en avion vers Dakar, je dois rencontrer près de Ziguinchor l'un des plus grands écologistes du pays, Haïdar El Ali. Ancien ministre de l'Environnement, puis de la Pêche jusqu'en 2014, ce natif du Sénégal a consacré sa vie au reboisement, de la mangrove d'abord, et aujourd'hui des vergers nourriciers dans les villages. Malheureusement, les trafiquants de bois précieux sont beaucoup plus rapides que ceux qui plantent les arbres. Au Sénégal, l'armée est toujours à la recherche des auteurs de la tuerie de 13 bûcherons samedi. Ziguinchor hier a enterré ses morts. Le calme est revenu dans la ville. L'actualité est brûlante ces dernières semaines, puisque des voleurs de bois ont trouvé la mort dans la forêt de Bofa, tout près de là. Des villageois excédés par le saccage de leur forêt auraient fini par faire parler les armes. Car les arbres ici sont aussi précieux pour les hommes que pour le littoral. Cette petite graine va donner un arbre immense. Ah oui. Oui, mais bon, après 30 ans. Hein. Donc on donne des arbres dont les gens ont besoin, qui leur apportent et à manger et de l'argent. Parce que les fruits, c'est des vitamines, ça permet aux enfants d'être résistants aux maladies, à toutes sortes de maladies. Hein. Et ça implique les gens aussi à préserver la ressource parce qu'on va couper une essence sauvage, mais on ne va jamais couper les agrumes ou l'avocat. L'avocat rapporte après 7 ans quand même presque 250 000 francs par année. Le coco, c'est pareil. Après 5 ans, il va produire 200 fruits par année pendant 120 ans. En Afrique, en général. Hein. Il y a un gros problème de déforestation et d'érosion des côtes liées à la déforestation. Il y a un gros problème de prélèvement du sable pour la construction des hôtels, des infrastructures et qui cause cette dégradation du littoral. Donc c'est un problème, mais pas que africain seulement. Dans les pays soi-disant développés, industrialisés, ils ont les moyens de faire front. Si vous prenez l'exemple des Pays-Bas, ça fait longtemps qu'ils vivent en dessous du niveau de la mer, ça ne les dérange pas. Donc ils ont les moyens. L'Afrique n'a pas encore trouvé la parade à la montée des eaux, mais elle est en plus un terrain d'exploitation des ressources, souvent sans contrôle. Prenez l'exemple des Chinois installés en Gambie depuis 2010 qui exploitent 5 000 conteneurs de bois de veine par année. C'est seulement récemment que le président Macky Sall, que le président Adama Barrow ont décidé d'arrêter cela. Mais et ça, ce sont des chiffres officiels. Absolument. Le drame qui s'est passé à Bofa ne résulte que de ça. Le drame qui s'est passé à Fafakuru, il y a des chefs de village qui sont morts de simplement protéger leurs ressources. Il y a des jeunes qui sont allés en prison de simplement protéger leurs ressources. Moi-même, j'ai une plainte pour atteinte à la dignité d'un des plus grands trafiquants du Sénégal. Vous vous rendez compte? Alors que toute la forêt est en train de disparaître. Toute la forêt est en train de disparaître, emportant avec elle la pluie, l'eau, emportant avec elle la biodiversité, emportant avec elle la survie de notre économie, l'agriculture, l'élevage. Mais quand il y a 1000 poissons pour 2 personnes, on ne se bagarre pas. C'est quand il y a 1000 personnes pour 2 poissons qu'on se bagarre. La ressource est en train de disparaître. Les enfants qui prennent les pirogues pour aller en Europe, ce sont des réfugiés climatiques. C'est simplement des réfugiés climatiques, mais on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir que le monde se dégrade. Quelle est la relation entre les arbres coupés et l'érosion? Quel est l'impact? Ah, mais c'est complètement lié. C'est complètement. Vous savez, les forêts, les arbres, elles sont capitales vraiment pour la survie des sols, pour la survie du littoral. Avec les feuilles, on attire les pluies par la transpiration des arbres. Avec les racines, on retient le sol. Et une des façons les plus simples de restaurer un littoral, d'ailleurs, c'est de planter la mangrove. Mais du coup, si ça a l'air comme ça une solution, pourquoi ça ne se fait pas alors? Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas en Afrique une grande volonté politique liée aux questions environnementales. Hein. Si vous prenez les budgets de l'environnement au Sénégal, c'est 0,8%. L'éducation, c'est 35%. La santé, c'est 10%. L'agriculture, c'est 10%. L'environnement, c'est 0,8%. Ça vous situe le niveau d'implication des politiques sur ces questions. Comment on peut envisager l'avenir? Bon, je pense que les individus, les gens sont en train de prendre conscience
de leur situation, de la vie. Ils veulent donner un sens à leur vie. Et pour donner un sens à leur vie, ils sont en train de changer de modèle de société eux-mêmes. Individuellement, ils se posent des questions. Voilà, ils ne veulent plus de ce « time is money » qu'on leur a raconté et rabâché durant toute l'existence. « Time is life ». Ils l'ont compris. Le temps, c'est la vie. Et c'est les jeunes européens, les jeunes du monde veulent donner un sens à leur vie. Ils ne veulent pas métro, boulot, dodo. C'est fini ça. Ce monde, il est révolu. Et la vie, ils veulent la vivre autrement que ce qu'on leur a vendu pendant toutes ces années. Bon, je suis prêt pour votre thé maintenant. L'état des lieux est alarmant, mais les solutions existent. En prenant de la hauteur pour remonter vers le nord, je comprends parfaitement ce lien étroit entre la terre, l'eau et la végétation. La technique du reboisement est évidemment la solution la plus sage, car elle va dans le sens de la nature. Mais le béton est souvent l'autre réponse apportée par les autorités quand il faut réagir rapidement à une situation catastrophique. C'est ce qui s'est passé à Rufisque, où j'ai le plaisir de retrouver Woré, toujours en première ligne dans le combat contre l'érosion. En 2009, les populations de Tchaoulène se sont soulevées pour protester contre les problèmes liés à l'érosion côtière. Parce que ce jour-là, le cimetière que vous voyez là-bas a été déterré. Les populations ont envahi la route nationale et le ministre de l'époque était venu ici les rencontrer. Et c'est suite à ça que le Sénégal a élaboré un projet pour essayer, n'est-ce pas, de faire des infrastructures de lutte contre l'érosion côtière. À Saly, on a réalisé des brise-lames et ici, on a fait ces digues de protection. Alors c'est des experts du Sénégal, mais des experts venus de la Hollande qui ont eu à réaliser cette infrastructure. Ce qui est bien dans cette digue, c'est qu'elle a permis de récupérer 30 mètres. D'accord. Elle a permis également de lutter contre la houle. Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est très efficace, mais le problème c'est que c'est trop cher. Une digue comme celle-ci, 700 mètres, ça a coûté 3 milliards. Le littoral du Sénégal, c'est 718 km. On ne va pas faire une digue partout parce qu'il y a des zones où il n'y a pas besoin. Alors il y a des méthodes beaucoup moins coûteuses. Il faut qu'on réfléchisse sur les zones les plus fragiles, essayer de les protéger avec la technologie la meilleure. Parce qu'on ne peut pas faire des digues partout, ni des brises-lames partout. Les pêcheurs sont là, on peut aller les voir? Oui, même les pêcheurs ont été très impliqués. Avant de mettre tout ça en place, vous les avez concertés, vous avez discuté avec eux? Comme c'est des pêcheurs, c'était pas facile de leur dire qu'on va boucher la mer. À l'ombre de la promenade, les pêcheurs sont réunis. Ils témoignent volontiers de la métamorphose de leur quartier avec la digue, même s'il arrive encore parfois que l'eau réussisse à passer l'obstacle. Disons que cette digue vraiment nous a arrangé d'une façon que alors on est satisfait. En tout cas, nous voulons que deuxième tranche et puis troisième tranche. Même cinquième tranche. Toutes les études ont été réalisées sur tout le littoral sénégalais pour connaître les zones les plus sensibles. Nous, entre Tchaoulène et Saly, on en fait partie, c'est la petite côte. N'est-ce pas? Au nord, la brèche de Saint-Louis en fait partie. La brèche. Saint-Louis, eux, ils disent que nous voulons une digue comme à Tchaoulène. Oui. Voilà. Mais vous êtes devenus les stars mondiales sur l'érosion côtière. C'est la vitrine. Les stars mondiales sur l'érosion côtière, c'est vous. D'autres solutions existent. Woré m'a conseillé de me rendre au CEREC, une institution chargée des études sur les matériaux de construction. Monsieur le directeur. C'est le directeur qui m'accueille, Monsieur Gumbolo. Ce chercheur est allé jusqu'au Japon pour trouver des solutions.
Il a aussi beaucoup étudié sur les côtes africaines, les endroits où, malgré la houle, le littoral ne se détériore pas. Et je vais voir toutes les îles qui sont autour de Dakar. Je commence par l'île de Ngor qui est la plus proche. La houle est très forte au nord, les vagues s'écrasent au nord de l'île, mais au sud de l'île, c'est tellement calme que les pêcheurs qui sont installés ici n'ont pas bougé depuis plus de 400 ans. Il n'y a jamais eu de houle, il n'y a jamais eu de vagues. Et il y a un village de pêcheurs qui s'est installé ici, qui dort bien. Donc moi je dis, aujourd'hui tout le monde s'attaque aux zones vulnérables. Moi je vais voir ce qui se passe dans les zones invulnérables pour savoir pourquoi ces gens-là ne souffrent pas de l'érosion. À l'extérieur se trouvent les prototypes que le CEREC espère pouvoir produire à grande échelle afin de sauver les sites en danger. Alors les voici les fameux tétrapodes. Oui, avec le moule. Les moules ont été conçus et dimensionnés ici au CEREC. D'accord. Les tétrapodes sont pour briser les houles. Ces trapèzes sont pour accumuler le sable. Oui. Il est difficile à le faire bouger. Il fait 4,5 tonnes. Allez, j'allais vous poser la question. 2,40 m de haut. Et il peut supporter des pressions de 8 étages. Et il peut briser des houles de 8 mètres. Comme celles les houles de 8 mètres, il n'y en a pas au Sénégal, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. C'est des houles qu'on trouve généralement dans le Pacifique au Japon lors des tsunamis. Et ici, on a des houles de 2,30 m maximum. En termes de quantité, combien vous pouvez en produire? Un moule comme ça, il te produit un tétrapode tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Donc si on avait une cinquantaine de moules, on produit tous les 2 jours 50 à 100 tétrapodes. Le tétrapode. C'est l'avenir? L'avenir. L'avenir. Merci beaucoup. Ne manque aujourd'hui que le feu vert et les capitaux du gouvernement pour démarrer la fabrication et apporter une solution africaine au problème. Il faut réagir rapidement, car le temps est compté pour les millions d'habitants qui vivent tout au long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Rodrigue Niali, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Alors, je suis totalement sidérée de me dire qu'en 2018, face à une situation comme celle-là, qui est dramatique, 1 à 6 mètres de grignotage des côtes, c'est quand même énorme. Il y a quand même des aides internationales qui pourraient intervenir pour régler la situation avant qu'il soit un peu trop tard. C'est-à-dire que vous pouvez vous coucher un soir et puis le lendemain, voir que la mer est rentrée chez vous. Ou dans la nuit, la mer est rentrée chez vous. Donc c'est vraiment un problème très important. Alors maintenant, alors je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est un peu aide internationale, pourquoi de l'argent n'est pas arrivé à temps pour pouvoir résoudre tel ou tel problème, parce que ça, c'est des situations étatiques. Ça concerne les gouvernements. Et vous savez qu'il n'est pas toujours simple de débloquer des fonds pour tel ou tel projet. Le littoral sénégalais, c'est 718 kilomètres. Donc on ne peut pas tout protéger. Il faut trouver des situations ou des lieux qui sont beaucoup plus exposés que d'autres et trouver des solutions pour ça. On le voit très bien dans votre reportage qui est très bien fait, c'est que il y a des risques pour certains qui vous disent je vais dormir avec un gilet de sauvetage parce qu'à la fin, quand vous dites que l'eau peut entrer dans la maison, mais elle peut aussi emporter des vies. On voit que ces pêcheurs qui sont dépendants de la pêche pour vivre, à chaque fois qu'il y a une montée des eaux, c'est des pirogues entières qui sont abîmées. Donc on parle d'une pirogue, 50 emplois pour les petits jeunes qui sont là et qui essayent de travailler. C'est autant d'emplois qui sont complètement anéantis. Donc la situation, elle est effectivement une question de survie, mais aussi une question économique. Et si on veut que les populations deviennent indépendantes, il faut leur permettre au moins de travailler et de vivre correctement. En fait, dans l'angle du reportage, on a essayé d'éviter tout ce qui est question un peu politique, parce que ce n'était pas le sujet. On voulait vraiment parler de ce problème qui est là, qui est aussi un problème pas que de l'Afrique, pas que du Sénégal, c'est un problème mondial. Exactement, exactement. Donc, parler de ça parce qu'on veut alerter les instances sur le réchauffement climatique. Sur le réchauffement climatique et ses conséquences. On va dire ça à M. Trump. Je pense qu'on aurait des difficultés à discuter, lui et moi, sur ce sujet. Voilà, c'est d'abord parler du problème, alerter, montrer que ça existe, montrer la réalité de certaines personnes, montrer la réalité de certaines populations. Parce qu'on a beau parler des problèmes, quand on ne le voit pas, quand on ne le vit pas,
on ne peut pas se rendre compte. Là, il y a une digue qui a été faite à Rufisque, qui a été une digue qui a permis de gagner, je crois, environ 3 mètres sur le littoral. Cette digue a coûté 3 milliards de francs CFA pour Beaucoup 700 d'argent. mètres. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Ouais. Donc, vous imaginez un petit peu le prorata par rapport à la surface et les fonds engagés. Toutes ces choses-là, quand on parle de gouvernement, doivent se mettre en place. Doivent être assujettis à des textes, à un vote, ainsi de suite. Donc tout ça, ça prend du temps. Pendant qu'on légifère et qu'on prend du temps, les la mer populations continue à subissent. avancer. Voilà. Ouais. Et alors, quand vous dites, vous donnez un chiffre qui est très intéressant, on se rend compte très vite que ça va coûter beaucoup d'argent. Est-ce que les États ont les moyens de cela? Alors, ça, c'est la solution de la digue. Donc, la digue, c'est très bien. C'est efficace tout de suite. Mais ce n'est pas la seule solution. Mais ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions. Il y a des brise-lames. Il y a ce que moi, je peux prôner, c'est peut-être l'éducation. Mais ça, c'est une solution à très long terme. C'est-à-dire que l'éducation et l'information des populations pour pouvoir travailler en amont. Travailler sur la jeunesse, changer les comportements. Parce que l'érosion, ce n'est pas un effet simplement, par exemple, du réchauffement climatique. On sait que c'est la calotte glaciaire qui font l'eau monte. L'érosion, c'est un enchaînement de plusieurs causes. C'est-à-dire que l'érosion est causée par l'activité de l'homme. Parce que certaines personnes vont chercher du sable dans la mer pour construire des maisons. La déforestation est un très très gros problème. Très très gros problème, en tout cas dans la région où on a été, qui a des conséquences énormes sur l'érosion. C'est-à-dire que sans les arbres qui créent en fait une sédimentation, qui ancrent en fait, qui bloquent les terres, l'eau ne peut pas passer. Et les constructions qui sont quand même relativement proches aujourd'hui des zones inondables, et même parfois construites dans des zones inondables, on voit que les pays, moi je parle par exemple du Sénégal que je connais, mettent en place des règles strictes de construction. On ne peut plus construire de façon totalement anarchique où on veut, ce qui protège aussi la population. Donc les populations peuvent le voir quelquefois comme des restrictions injustifiées, mais elles sont totalement nécessaires. Emmanuel Macron, le président français, s'est rendu tout à fait récemment au Sénégal. On a parlé d'argent mis sur la table. On parlait tout à l'heure des financements internationaux, mais on a parlé d'argent à ce moment-là. Il y a eu de l'argent qui a été mis. Est-ce que ça va aller justement à cette problématique? Alors, on a parlé d'argent pour protéger le tourisme sénégalais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, depuis beaucoup de temps, enfin depuis très longtemps, le Sénégal mise beaucoup sur son tourisme. Oui. On a vu l'acte fort que j'ai trouvé fort personnellement. On y mange bien, on est bien accueillis, c'est plutôt sympa. Hein. Alors aujourd'hui, le Sénégal est le plus beau pays du monde. Exactement, dites-le. Mais on a vu l'acte fort, en fait, du président Macky Sall en enlevant le visa. À un moment donné, il y avait un visa pour aller au Sénégal. Oui, tout à fait. Cet acte a été très fort. Ça Parce qu'il a impacté fortement le tourisme. Parce que vous étiez une famille de 4 ou 5, vous deviez payer 5 visas. Exactement. Ça remettait en cause la destination que vous alliez choisir. Voilà. Donc ça a été même une erreur. Donc ça a été rectifié très très rapidement parce qu'on veut favoriser le tourisme au Sénégal. Bien sûr. Du coup, cette première démarche de la France par le biais de son président Emmanuel Macron est aussi dans ce sens-là. Quand on investit pour protéger un site comme Saly, la ville de Saly, qui a ses attraits touristiques et sa beauté, comme aussi Gorée, qui est aussi protégé. Saint-Louis du Sénégal. Voilà, Saint-Louis. C'est qu'à un moment donné, on sait que le tourisme peut rapporter économiquement à ce pays. Je vous ai vu les yeux pétillants à l'instant quand vous avez parlé de la force, du sourire, de la joie de vivre des populations qui luttent pourtant face à une situation un peu extrêmement même compliquée. N'ayons pas peur des mots. J'ai envie de vous poser la question de ce monsieur qui est extrêmement touchant pendant votre reportage, qui pleure beaucoup parce qu'il explique par exemple que le cimetière a été enseveli. C'est la mémoire des siens qui s'en est allé en même temps. On voit sa détresse quand il regarde les enfants qui dit ces enfants ils peuvent plus jouer, ils n'ont plus d'endroit où jouer. Est-ce qu'on ne peut pas déplacer ces populations? Ce monsieur, son histoire est vraiment particulière. C'est-à-dire qu'il a quitté le Sénégal un peu plus jeune. Californie, voilà. Donc il a vécu aux États-Unis. Quand on part, on garde des souvenirs dans la tête de ce qu'on a laissé. Et quand on revient, on espère retrouver les mêmes souvenirs. Et quand lui revient,
c'est de l'eau. Donc la détresse de Ousseynou est très, 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 très forte parce que il s'attendait peut-être à retrouver les souvenirs d'enfance, retrouver le cimetière, retrouver ses amis ou les enfants d'aujourd'hui qui jouaient comme lui. Et c'est pas le cas. La mer a tout avalé. Voilà, donc il était assez, comme vous disiez tout à l'heure, attachant. Et son histoire est très touchante aussi. Et sur le déplacement des populations, est-ce qu'elles l'acceptent ? Est-ce que c'est envisageable pour eux, quand bien même ils ont toutes leurs racines et tous leurs souvenirs là, est-ce que c'est envisageable pour eux de se déplacer ? J'ai posé la même question à une dame, à une femme de pêcheur, en lui disant, écoutez, si j'étais moi le président Macky Sall, j'ai de l'argent, je vous donne de l'argent, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin ou aller ailleurs ? Elle m'a dit non, parce que mon activité, ma vie est liée à la mer et au fleuve. Je ne peux pas aller plus loin parce que ça serait pire, ma situation serait pire que de rester là. Donc on a un danger qui arrive, un danger qui est manifeste, mais personne qui veut bouger parce qu'ils sont liés à la mer. C'est là qu'on se rend compte de la complexité du sujet. Rodrigue Niali, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce reportage ? On doit retenir beaucoup d'espoir parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui peuvent être faites. Voilà. Le mot de la fin pour vous. Voilà. On a envie d'être optimiste. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro d'Enquête d'Afrique.